Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Si je vous parle d'Ethereum, logiquement, vous connaissez tous cette crypto-monnaie placée à la deuxième position du classement des crypto-monnaies les plus importantes et qui a notamment lancé des dizaines, voire même des centaines de projets sur sa blockchain. Cependant, la connaissez-vous vraiment? Si par exemple je vous demande pourquoi est-ce qu'il existe deux Ethereum différents, avec d'un côté Ethereum et de l'autre Ethereum classique, ou encore quelle est la quantité maximale d'Ethereum qu'il sera possible d'obtenir au final? Eh bien, cela tombe bien, car aujourd'hui, j'ai décidé de vous réaliser une vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir sur le projet Ethereum. Alors, c'est parti. Et avant de débuter, je voulais vous dire que si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et notamment à m'indiquer les prochaines crypto-monnaies que vous voudriez que je traite dans cette nouvelle chronique. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous et bonne vidéo. L'idée du principe derrière Ethereum nous vient d'un russo-canadien de 18 ans appelé Vitalik Buterin, bien connu dans l'écosystème Ethereum. À l'époque, les différentes crypto-monnaies qui existent sont de simples copies du Bitcoin avec quelques petites améliorations comme un temps de bloc plus court ou encore une taille de bloc plus importante. Cependant, Vitalik Buterin, lui, il veut aller beaucoup plus loin qu'une simple copie du Bitcoin. Il veut notamment que son projet soit flexible et surtout, très important, il soit scalable, c'est-à-dire qu'il puisse traiter un très grand nombre de transactions en même temps et en un très court laps de temps. Le projet est donc cofondé en janvier 2014 par 8 personnes très impliquées dans l'écosystème des crypto-monnaies, dont le fameux Vitalik Buterin fait partie. C'est en juillet 2014 qu'est lancé l'ICO du projet pour financer son développement, et ce ne sera qu'en juillet 2015 que le projet sera officiellement lancé. Ethereum était né. Et donc concrètement, lorsqu'on parle d'Ethereum, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en premier lieu, il s'agit avant tout d'un réseau décentralisé qui fonctionne à l'aide d'une blockchain. Et d'ailleurs, cette blockchain, elle est plutôt rapide car le temps entre deux blocs est de seulement 15 secondes. De par ce faible laps de temps entre deux blocs, la blockchain Ethereum est de base extrêmement scalable. Cela veut dire qu'elle peut traiter un très grand nombre de transactions par seconde. Par exemple, le Bitcoin sans le Lightning Network, c'est un bloc toutes les 10 minutes, ce qui en fait un réseau plus lent que Ethereum. Mais la caractéristique la plus importante de tout le réseau Ethereum, selon moi, c'est le lancement et la proposition de dApp, c'est-à-dire des applications décentralisées. Et quel est l'intérêt de ces dApp? Eh bien tout simplement, pour les équipes de développement, c'est d'utiliser la force de frappe et le réseau décentralisé proposé par Ethereum plutôt que les providers traditionnels de stockage cloud comme Amazon AWS ou encore Microsoft Azure. Les coins générés par cette blockchain sont appelés Ether et ils ont deux grandes applications. La première, c'est récompenser les mineurs pour assurer le bon fonctionnement du réseau. En effet, ceux-ci vont être récompensés en Ether pour s'assurer que le réseau fonctionne bien, de valider les transactions, continuer à développer la blockchain, etc., etc. Et dans un second temps, ces Ethers vont également servir à faire fonctionner les applications directement sur le réseau. Et un point très important à souligner, c'est que pour l'heure, il n'existe aucune limite de la quantité d'Ethereum pouvant être créée sur le réseau. Contrairement à Bitcoin par exemple, qui a une limite de 21 millions de BTC et où il ne sera pas possible d'en créer plus, à l'heure actuelle, sur Ethereum, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, actuellement, on ne sait pas si dans le futur, une limite sera fixée ou non. Bref, vous voilà prévenu. Généralement, lorsque l'on parle d'Ethereum, on fait très souvent référence à ces smart contracts, ou en français, ces contrats intelligents. Et pour faire simple, il s'agit tout simplement d'un contrat établi par exemple entre deux personnes, dont l'exécution et la validation vont être réalisées par un programme informatique et non pas une personne tierce. L'avantage d'avoir recours à ce type de programme, c'est tout simplement que celui-ci va exécuter le contrat de façon impartiale. Il va vérifier si les clauses et les conditions sont remplies, et si c'est le cas, il exécute automatiquement le contrat, et si ce n'est pas le cas, eh bien le contrat est tout simplement révoqué. Par exemple, un contrat très simple, ce serait moi qui décide de payer 50$ pour la réalisation de la miniature de cette vidéo. Mes 50$ vont donc être bloqués par le smart contract, et de son côté, le graphiste va réaliser le travail pour réaliser la miniature. Lorsque celle-ci est terminée, il va la soumettre également au smart contract, et si les conditions sont remplies, c'est-à-dire que moi je possède les 50$ et que le graphiste a bien réalisé le travail, le contrat s'exécute automatiquement, le graphiste reçoit ses 50$ et moi, en échange, je reçois la miniature que j'avais demandée. Alors oui, je sais, ici j'ai pris volontairement un contrat très simple. Cependant, ça vous donne une idée des possibilités qui vont être offertes par ce type de contrat dans le futur.
notamment en ce qui concerne par exemple des assurances, que ce soit pour les habitations, les personnes, les maisons, etc. etc. On pourra vraiment renseigner absolument tout ce qui nous intéresse dans ce type de contrat et l'exécution, donc par exemple dans le cas d'une assurance, le remboursement, se fera de manière automatique lorsque les différentes clauses auront été remplies. Mais Ethereum, ce n'est pas seulement que des smart contracts, c'est également une sorte de très grosse machine virtuelle. Et ici, je simplifie énormément les choses en disant machine virtuelle, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne déjà une très bonne image de l'esprit de ce que peut représenter cette machine virtuelle. Et donc en gros, si on voulait très fortement simplifier les choses, on pourrait voir chaque nœud, chaque portefeuille Ether, comme une sorte de minuscule partie d'une très grande machine virtuelle à l'échelle de la planète. Et un point qui est très intéressant avec cette machine virtuelle, c'est que celle-ci va pouvoir de manière automatique se réguler et notamment réguler son réseau en fonction des différentes interactions qui vont avoir lieu avec celui-ci. Et cette machine, elle possède son propre langage de programmation qui porte le nom de bytecode. Le problème, c'est que ce langage de programmation, il est plutôt compliqué à utiliser et il est d'ailleurs très peu utilisé par les développeurs. Cependant, il existe un autre langage de programmation qui est beaucoup plus accessible, et c'est notamment dans celui-ci que l'on code la plupart des smart contracts, et son nom, c'est tout simplement Solidity. C'est le langage de programmation utilisé par les différents développeurs pour développer sur le réseau Ethereum. Bref, ici je suis vraiment désolé, j'irai pas plus loin sur cette partie EVM, car je vous avoue que même moi, j'ai énormément de mal à comprendre de quoi il s'agit, et en réalité, ça n'a pas énormément d'utilité pour l'utilisateur lambda d'Ethereum, c'est vraiment quelque chose à destination des développeurs, et c'est pour cela qu'ici je ne vais pas creuser plus loin le sujet. Cependant, sachez qu'il y a énormément de documentation là-dessus sur Internet, et si ça vous intéresse, je vous invite à faire un tour, notamment en description, pour avoir plus d'informations sur ce qu'est ce fameux EVM. Un des autres avantages apportés par Ethereum, c'est qu'il est très facile de mettre en place de nouvelles crypto-monnaies, à l'aide notamment de smart contracts, et que cela ne nécessite aucune compétence particulière. En effet, n'importe qui peut pratiquement créer un token en quelques clics, et celui-ci va utiliser directement la force de frappe, et donc la blockchain Ethereum. Et justement, pourquoi est-ce qu'ici on parle de token et non pas de coin? Eh bien tout simplement car un coin possède tout simplement sa propre blockchain, au contraire d'un token qui va se reposer sur une blockchain déjà en place. Par exemple, Bitcoin est un coin, car celui-ci possède sa propre blockchain, la blockchain Bitcoin. Ethereum est également un coin, car il possède sa propre blockchain, la blockchain Ethereum dont je vous parle depuis le début. Mais il y a d'autres projets qui vont tout simplement utiliser la blockchain Ethereum ou une autre blockchain, comme la Binance Smart Chain, la blockchain Avalanche, la blockchain Polygon, etc., etc., pour faire fonctionner leur propre token et donc leur propre réseau. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de token sur la blockchain Ethereum, on parle très souvent de token ERC20. Et d'ailleurs, ces tokens, vu qu'ils utilisent la blockchain Ethereum pour fonctionner, il est tout à fait normal d'avoir les mêmes adresses de réception que votre adresse Ether. Ce n'est d'ailleurs pas le cas lorsque vous, par exemple, vous allez transférer du Bitcoin. Le Bitcoin possède ses propres adresses, Ethereum possède ses propres adresses. Cependant, un token qui utilise la blockchain Ethereum, eh bien, il aura la même adresse que votre adresse Ethereum, ce qui est bien normal puisque la blockchain utilisée derrière est exactement la même. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque l'on parle d'Ethereum, on fait souvent référence à deux Ethereum différents, Ethereum d'un côté et Ethereum classique de l'autre. Et généralement, lorsque l'on parle du vrai Ethereum, les personnes pensent que le vrai Ethereum, c'est celui dont on parle depuis le début de cette vidéo, et c'est tout simplement Ethereum. Sauf qu'en réalité, le véritable Ethereum, c'est Ethereum classique. Et donc, pourquoi est-ce qu'il existe deux Ethereum différents? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous expliquer maintenant. Pour la petite histoire, en juin 2016, il y a eu un hack très important sur la blockchain Ethereum. Et alors, ce n'est pas directement la blockchain qui a été visée, mais un fonds d'investissement qui s'appelait The DAO. Et c'est pas loin de 50 millions de dollars d'Ether qui, à l'époque, ont été volés. Les fondateurs d'Ethereum ont donc été confrontés à un choix crucial. Soit ne rien faire et continuer comme si de rien n'était, mais alors le groupe de hackers avait la main mise sur une somme astronomique d'Ether, soit faire une marche arrière sur la blockchain à l'aide d'un hard fork et créer une nouvelle blockchain où le vol des hackers n'aurait donc pas eu lieu. Et c'est cette option qui a été décidée par l'équipe et qui a donc créé une nouvelle blockchain, la blockchain Ethereum dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, où les hackers n'ont pas réussi leur vol. Cependant, une part d'irréductibles, et notamment de personnes qui croient très fortement à la blockchain, ont décidé de continuer à utiliser la blockchain où le vol avait eu lieu. Et c'est de cette façon qu'est né Ethereum classique.
Alors ici, le choix honnêtement, il est très discutable et très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les deux Ethereum qui coexistent. En effet, faire marche arrière sur une blockchain, c'est quelque chose normalement qui ne doit pas avoir lieu. Le principe même de la blockchain, c'est qu'elle fonctionne toujours dans le même sens. Le problème, c'est qu'ici, pour la team, vraiment laisser les hackers partir avec cette somme astronomique d'Ether, ça risquait de porter un très gros préjudice dans le futur développement d'Ethereum. Et donc, ça n'a vraiment pas été simple pour eux de décider si oui ou non on allait faire une marche arrière. Et donc, si vous croyez réellement dans la technologie blockchain et le fait que celle-ci ne peut jamais aller que dans une seule direction, eh bien, c'est le projet Ethereum classique qu'il faut alors soutenir. Cependant, si vous partez du principe que, ok, il y a eu un problème au lancement du projet, parce que c'est arrivé en 2016 alors que le projet a été lancé en juillet 2015, c'est quelque chose donc de très rapide, et il y avait des petites erreurs qui étaient encore présentes. Et encore une fois, j'insiste énormément, c'est pas Ethereum qui a été hacké, mais c'est un groupe d'investissement The DAO qui a été hacké. Et bien là, franchement, on peut comprendre pourquoi la team a fait une marche arrière et a donc décidé de créer une blockchain parallèle où le vol n'avait pas lieu pour assurer son bon fonctionnement et la bonne pérennité du système. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si Ethereum est actuellement ce qu'il est, hein, donc deuxième crypto-monnaie la plus importante, c'est principalement justement parce que la team a fait ce choix et a pris cette décision de faire marche arrière et de créer cette nouvelle blockchain Ethereum où le hack n'avait pas eu lieu. Bref, ici, c'est vraiment un choix que chacun doit faire, car il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. Cela représente tout simplement votre philosophie et votre vision justement du principe de fonctionnement des blockchains, etc., etc. Ici, je ne fais que vous partager les faits. Je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à vous forger votre propre opinion sur justement ce qui, selon vous, aurait été la meilleure chose à faire pour l'équipe de développement d'Ethereum. Jusqu'à présent, la blockchain Ethereum fonctionne grâce au principe de Proof of Work, ou preuve de travail en français. Ce sont donc les mineurs qui assurent le bon fonctionnement de la blockchain, qui valident les transactions, les blocs, etc., etc. Mais depuis plusieurs années, il y a vraiment une vocation de la team derrière le projet Ethereum de faire passer celui-ci de Proof of Work, preuve de travail, à Proof of Stake, à savoir la preuve d'enjeu. Et le but principal de cette transition, c'est de rendre Ethereum un peu plus vert, car en effet, le Proof of Stake consomme énormément moins d'énergie que le Proof of Work. Depuis que j'ai débuté le minage en 2016, on ne cesse de répéter que l'Ether va passer en Proof of Stake. Avant, c'était chaque année. Quand j'ai commencé en 2016, on avait dit 2017, en 2017, on m'a dit 2018, etc., etc. À l'heure actuelle, on est en 2022 et l'Ether fonctionne toujours en Proof of Work. Cependant, on est bien d'accord que ça se rapproche de plus en plus, ce passage en Proof of Stake. Cependant, on devait normalement avoir une grosse mise à jour courant juin 2022 qui allait commencer et amorcer la transition vers le Proof of Stake, et celle-ci semble encore une fois être reportée à plus tard. Pour l'heure, il est cependant beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. On remarque bien notamment par exemple que les équipes de développement ont pas mal de soucis avec la transition vers le Proof of Stake. Cependant, il est certain que c'est quelque chose qui aura lieu dans les années à venir. On ne sait pas encore quand, mais c'est vraiment une volonté et une vocation de la team derrière le projet Ethereum. Et selon moi, qui suis moi-même mineur de crypto-monnaie, je pense vraiment que c'est quelque chose de fondamental et de très important pour le projet Ethereum, notamment pour son développement dans les années futures. En effet, selon moi, et attention ici ça n'engage que moi, je pense que si on ne va pas vers ce proof of stake qui est annoncé depuis justement autant d'années et qui fait, entre guillemets, saliver autant les différents investisseurs et les différents utilisateurs du réseau, eh bien, selon moi, Ethereum, s'il ne passe pas en proof of stake, risque de perdre vraiment pas mal d'intérêt face à des blockchains concurrentes comme Solana, Polkadot, etc., etc. Donc pour moi, réellement, le Proof of Stake, c'est vraiment quelque chose d'utile et d'important pour Ethereum. Cependant, je tiens vraiment à ce que lorsque celui-ci soit implanté, cela fonctionne bien à 100%. Je ne voudrais pas, par exemple, passer en Proof of Stake très rapidement pour faire plaisir à différentes personnes, mais au final, derrière, on n'a plus les bons temps de transaction, ça coûte excessivement cher, etc., etc. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça que ça prend autant de temps. Vraiment, pour moi, le Proof of Stake, c'est quelque chose de fondamental, mais il faut que cela soit correctement implanté sur la blockchain Ethereum. Je vous ai rapidement balayé ici l'histoire ainsi que les différents points importants, selon moi, autour du projet Ethereum. D'ailleurs, par avance, je tiens à m'en excuser auprès des puristes et des personnes qui connaissent extrêmement bien le domaine. Je sais que j'ai survolé pas mal de points et je ne suis pas rentré dans tous les détails. Maintenant, je tiens à vous rappeler que cette vidéo, le but, c'est vraiment qu'elle parle à monsieur et madame tout le monde. Le but, c'est pas de faire plaisir à quelques développeurs qui connaissent déjà très bien le projet et sûrement même bien mieux que moi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer dans les grandes lignes ce qu'est Ethereum, d'où il vient et surtout où il va selon moi. Bref, si la vidéo vous a plu, je compte comme d'habitude sur vos likes et vos partages.
N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire sur ce type de format de vidéo et également me partager les projets que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, notamment pour présenter d'autres crypto-monnaies. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et c'est la meilleure façon de soutenir totalement gratuitement mon travail. Je vous souhaite à tous une excellente découverte de l'écosystème crypto-monnaie. C'était MCTK. Ciao les crypto-fans.